Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le Bénin en proie à des attaques djihadistes. Les 2 dernières attaques ont fait 9 morts et 12 blessés. Le pays serait-il la nouvelle cible des terroristes implantés dans la région ? Comment comprendre la réponse du gouvernement béninois? Élément de réponse avec Oswald Padenou, chercheur, directeur de programme à l'École nationale supérieure des armées. La Libye aussi dans la tourmente, c'est la 2e fois que le pays se retrouve avec 2 premiers ministres qui refusent chacun de céder sa place. Depuis l'annulation des élections en décembre, le pays s'enfonce dans la crise politique. Les Nations Unies appellent toutes les parties à préserver la stabilité du pays. Et nous irons au Cameroun dans ce journal pour évoquer les transferts d'argent qui coûtent de plus en plus cher aux usagers, avec une nouvelle taxe appliquée depuis le 1er janvier qui grève le budget des consommateurs. Reportage à suivre. On ouvre ce journal par la situation sécuritaire au Bénin. Vous le savez, 3 attaques à la bombe artisanale ont fait au moins 9 morts et 12 blessés parmi les équipes en charge de sécuriser le parc naturel W dans le nord du Bénin. On retrouve en direct depuis Cotonou Oswald Padenou, directeur de programme à l'École nationale supérieure des armées, l'ENSA, au Bénin. Monsieur Padenou, merci de nous retrouver sur France 24. Dites-nous pourquoi le Bénin est devenu une cible d'attaques djihadistes, alors que le pays jusqu'alors était considéré comme un îlot de stabilité. Oui, merci. Je pense qu'on peut continuer à considérer que le Bénin est un pays de stabilité, même si, comme tous les autres pays d'Afrique de l'Ouest, le pays est exposé à l'expansion territoriale de la menace terroriste qui part donc du Sahel et qui il est attesté depuis un bon moment maintenant que ces groupes-là cherchent à joindre donc l'océan Atlantique, à avoir un accès sur la mer et donc à faire en sorte de trouver des couloirs à partir donc du nord du Bénin, à partir du nord du Togo, du Ghana ou de la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'on est dans un phénomène d'abord d'expansion territoriale. Il faut aussi considérer qu'il y a tout de même malgré les progrès que le Bénin a fait avec une politique intégrée de gestion des frontières, il y a tout de même quelques vulnérabilités qui font que pendant longtemps, le Bénin, en tout cas dans cette région frontalière avec le Burkina et le Niger notamment, on a longtemps considéré donc, que le Bénin n'était pas une cible des organisations terroristes, mais de plus en plus, avec ce 4e incident, cette 4e attaque d'ampleur, on considère que oui, clairement, le Bénin est une cible pour ces groupes-là et je pense que c'est une donne avec laquelle ça va composer désormais. Alors, que savons-nous sur les auteurs présumés de ces attaques qui frappent le pays? Les autorités parlent systématiquement de braconniers. Partagez-vous cet avis? Je pense que le discours public ou politique évolue et bien entendu en fonction des informations qui sont disponibles. Les attaques jusque-là n'ont pas été revendiquées, pas plus que les précédentes. Donc je pense qu'on a, quand on regarde un peu les groupes qui opèrent dans le sud-est du Burkina et dans cette zone des 3 frontières, on peut s'imaginer qu'il s'agit très probablement donc des groupes affiliés à Al-Qaïda, même si avec le JNIM, même si de plus en plus il y a à nouveau une reconfiguration donc de tous ces groupes-là qui opèrent dans la région. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que le braconnier, le criminel, voilà, il y a des passages, il y a des passerelles entre toutes ces identités-là jusqu'à celle des terroristes ou de djihadistes. Donc au fond, ce qu'on appelle dans cette région-là un peu les hommes de la brousse ou les grands frères ou les aladis. Donc depuis longtemps, quand même déjà, en tout cas depuis au moins les 2 dernières années, on sait qu'ils tentent de s'insérer donc dans les communautés. Ils tentent de surfer également sur quelques conflits locaux entre agriculteurs et éleveurs, avec les pêcheurs et voilà, un certain nombre de difficultés locales sur lesquelles ils surfent pour ancrer leur présence et développer donc les activités criminelles dans ces régions-là. Mais alors, est-ce que justement les tensions intracommunautaires justement dans le nord du pays, est-ce que ça peut jouer un rôle dans l'expansion justement de ces attaques terroristes? Alors, je pense sachant raison garder, parce que le Bénin, quand même, sur ce point, a quand même des ressorts en termes par rapport à son modèle de vivre ensemble. Donc, je pense que on n'a pas donc des conflits
communautaires d'ampleur qui peuvent faire le lit, on va dire, à une radicalisation d'ampleur, à une radicalisation d'un grand nombre donc de futurs combattants. Mais clairement, on a aujourd'hui donc cette tentative donc d'infiltration, on va dire, durable donc sur ces territoires. Et voilà, ces conflits-là sont pris en charge donc par l'État. Et les réponses qui sont aujourd'hui apportées, qu'elles soient du point de vue sécuritaire, du point de vue économique, etc., peuvent permettre d'envisager en termes, en tout cas, une maîtrise de ce risque-là. Merci Oswald Padonou en direct depuis Cotonou pour ces analyses. Merci beaucoup à vous. La Libye, elle, est-elle au bord du gouffre, d'un nouveau gouffre? Pour une deuxième fois, le pays se retrouve avec 2 premiers ministres. Après la nomination de Fathi Bashara, censé remplacer Abdelhamid Deiba, qui refuse de céder, son gouvernement, avec le soutien des Nations Unies, devait mener le pays aux urnes en décembre, mais les élections ont été reportées. Camille Nedelec. 24 heures après la nomination d'un Premier ministre par le Parlement, Abdelhamid Deiba, le Premier ministre reconnu par l'ONU, n'entend pas céder le pouvoir à son rival. Il ne cédera le pouvoir qu'après des élections libres et démocratiques, des élections dont on ne connaît toujours pas la date. Cette feuille de route doit aboutir à des élections. Quelles que soient les raisons, les élections ont été repoussées. On ne peut pas faire passer une loi sur laquelle aucun politicien ne s'entend. Donc il vaut mieux ne pas se présenter aux élections. Donc je suis prêt à ne pas me présenter. Malgré les divisions provoquées par sa nomination, le nouveau Premier ministre Fathi Bashara dit vouloir réunir un pays fracturé. Le prochain gouvernement sera pour tout le monde et inclura tout le monde. Nous allons tendre la main à tout le monde, sans exception. 2 premiers ministres en même temps, en Libye, la situation n'est pas inédite. De 2014 à 2016, le pays a été dirigé par 2 premiers ministres rivaux. La Libye était alors plongée dans une guerre civile. Et malgré ces troubles politiques, c'est surtout la crise économique qui préoccupe les habitants. Les gens ont à peine les moyens de vivre. Le coût de la vie est exorbitant. Le budget de l'État se compte en milliards et les citoyens n'ont aucun espoir. Tout n'est que mirage. Cela fait un peu plus d'1 an que le pays est en paix, mais c'est une paix précaire, avec une crise politique qui se creuse. Allez, on passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Le Danemark va suspendre partiellement son aide au développement à 2 pays africains, le Mali depuis le départ contraint de ses soldats et le Burkina Faso en raison de son coup d'État militaire. Il faut savoir que le Danemark consacre plus de 0,7% de son PIB à l'aide internationale, une part parmi les plus élevées du monde. Charles Blé Goudé débouté, la Cour pénale internationale a rejeté sa demande d'indemnisation. L'ancien pilier du régime de Laurent Gbagbo avait été acquitté en même temps que l'ancien président ivoirien pour crimes contre l'humanité. Il réclamait près de 820 000 €, estimant être victime d'une grave erreur judiciaire et manifeste. Laurent Gbagbo, lui, de son côté, n'a pas déposé de demande à ce jour. On reste à La Haye où se tiendra la semaine prochaine une audience pour entendre les arguments de Dominique Ongwen. C'est le nom de l'enfant soldat ougandais devenu chef rebelle de la LRA qui a fait appel de sa condamnation de 25 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Venons-en à cette affaire terrifiante qui se passe au Kenya. Dans la région de Kisii, 4 femmes âgées ont été brûlées vivantes au mois d'octobre, accusées de sorcellerie. Et ce n'est pas la première fois. Au cours des 2 dernières années, 150 personnes ont été tuées. Les organisations de défense des droits de l'homme affirment que ces meurtres sont souvent commis pour voler des terres. Les suspects ne seraient pas condamnés. Elles appellent le gouvernement à trouver une solution. Reportage de Caroline Kimeux et Bastien Renaud. Hélène vient visiter une maison tout juste incendiée pour la 2e fois. Cette défenseur des droits de l'homme soutient les familles de 4 femmes âgées assassinées au mois d'octobre dans le quartier. Ils les ont forcées à quitter les maisons et les ont brûlées vives. Ils les suspectaient d'être des sorcières. Au moins 6 personnes accusées de magie noire sont violentées chaque mois dans le comté de Kisii. La mère de Jacqueline en a été victime. Ses voisins l'accusent d'avoir envoûté leur fils. Quand je suis allée dans leur maison, le père a expliqué qu'il avait essayé de réveiller son fils.
mais qu'ils ne réagissaient plus. Des vidéos du lynchage circulent sur Internet, aggravant son traumatisme. Mais malgré la peur, Jacqueline vit encore au village. D'autres ont dû fuir. Jeannette se cache et vient demander de l'aide à l'activiste. Selon elle, les meurtres ne sont pas liés aux croyances traditionnelles. C'est dû à des querelles, pas à de la sorcellerie. Tout ça, c'est à cause de désaccords sur des terrains. Les organisations de défense des droits de l'homme affirment que la sorcellerie est un prétexte pour s'attaquer aux femmes âgées, dont beaucoup n'ont pas de titre de propriété. Les meurtriers misent sur la peur de la magie et espèrent ne pas être sanctionnés. Il y avait des anciens du village lors des meurtres. Cela nous surprend. Notre gouvernement et les gens qui sont censés nous protéger ont assisté au lynchage de ces femmes. Les ONG multiplient désormais leurs actions pour appeler à une réponse des autorités. Les chefs locaux ont refusé de nous répondre mais préviennent la communauté. Il ne doit pas y avoir de vengeance. La justice doit gérer la situation. Il y a différentes façons de résoudre ces problèmes. Nous avons la police, l'administration du comté, les chefs locaux. Nos bureaux sont là pour ça. 9 suspects ont été arrêtés après les meurtres, mais les familles des victimes affirment que certains coupables sont encore libres. Un groupe de travail créé par le gouvernement enquête sur les causes de ces crimes et devrait bientôt rendre ses conclusions. Allez, allons au Cameroun à présent, où depuis le 1er janvier, les transferts d'argent sont plus chers. Le gouvernement a instauré une nouvelle taxe de 0,2% sur les envois et retraits. Un coup dur pour les usagers, et les associations de consommateurs proposent que les opérateurs de téléphonie supportent cette nouvelle taxe. Le reportage de nos correspondants à Yaoundé, Richard Onanena et Stéphane Noir. Bonjour. Comme toutes les semaines dans ce quartier de Douala, la capitale économique du Cameroun, Christian se rend chez une opératrice pour effectuer des transactions électroniques. L'opération va lui coûter un peu plus cher, 0,2% de plus, mais il n'a pas le choix. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui d'être plus rapide et plus efficace. Je me sens pénalisé par cette nouvelle taxe, forcément, parce qu'il y a, à chaque fois qu'il y a un CFA qui s'ajoute, c'est toujours une pénalité. Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe depuis le 1er janvier, le flux des transactions a fortement baissé selon cette opératrice. Ça a vraiment baissé. Les gens ne font plus de transactions comme avant. Même les gens qui viennent ici faire des transactions de 100 000, ils demandent que maintenant les frais de 100 000 c'est combien. Quand je dis 2 000, je dis que non, c'est cher. Le gouvernement camerounais espère ainsi collecter 20 milliards de francs CFA, un peu plus de 30 millions d'euros. Pour cet économiste, c'est un moyen simple et rapide pour l'État de renflouer ses caisses. L'État n'a pas assez de ressources par rapport à ses besoins, notamment pour rembourser ses dettes. Il était donc question que l'État recherche des sources pour alimenter ses caisses. Et là, c'est une source facile. Une approche décriée, les détracteurs lui reprochent notamment de pénaliser les plus démunis et de ralentir le développement de l'économie numérique. L'activité n'est pas intense, qu'est-ce qui se passe? Ce responsable d'association des consommateurs propose que la taxe soit directement prélevée chez les compagnies de téléphonie mobile. Nous, au réseau national des consommateurs, ce que nous avions pensé et que nous proposons, c'est que cette taxe soit imputée aux opérateurs de téléphonie mobile. Ce n'est pas leur activité centrale. Elles sont supposées nous faire de la téléphonie et de l'Internet. Environ 10 millions de Camerounais disposent d'un compte mobile. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, plus de 12 milliards de francs CFA de transactions électroniques ont été effectuées en 2020 au Cameroun. C'est ainsi que nous refermons ce journal d'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, et en particulier de Dakar à Ziguinchor en passant par Thiès et partout au Sénégal évidemment et au lion de la Teranga. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.